Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, après le Wrestling Show que vous avez pu voir justement pour le catch, on a donc bien décidé cette semaine, aujourd'hui tout simplement ce soir, de vous proposer un match de Ligue 1. Et oui, puisque vous le savez, hein, le confinement n'empêche pas pour le moment, enfin, on verra si les choses évoluent dans le bon sens ou dans le mauvais sens, de nous empêche pas de pouvoir proposer des matchs de foot, en tout cas des matchs de foot professionnels, puisque le foot amateur a décidé de fermer ses portes temporairement, que ce soit les matchs de foot amateur, que ce soit la Coupe de France ou autre chose. Mais bon voilà, en tout cas, nous avons eu ce soir des enseignements, bah justement parler de ça, on va parler du Paris Saint-Germain qui a donc affronté le FC Nantes. Un match, justement, le titre est assez évocateur. Le titre est le mot poussif, et oui, poussif, parce que bah, malheureusement, si on fait un bilan de ce match, il y a eu une mi-temps extrêmement pauvre de la part des Parisiens et une deuxième mi-temps qui a été bien meilleure. Mais encore une fois, c'est assez étonnant, c'est qu'on a deux mi-temps ne sont absolument pas à la hauteur de ce que fait le PSG. On a une première mi-temps qui est... enfin, la deuxième mi-temps est bien meilleure, mais quand on connaît le Paris Saint-Germain, quand on sait ce qu'elle est capable de faire, c'est vrai que les enseignements, il y en a, et les enseignements sont quand même un petit peu particuliers. Bon, après, ceux qui s'attacheront aux résultats, parce qu'il y en a qui s'attacheront aux résultats, ils diront tout simplement que le PSG a gagné 3-0, que Mbappé a marqué, que finalement le score est sans appel, et c'est ce que on se souviendra de l'histoire, que le PSG est leader du championnat avec 3 points d'avance, alors que Lille jouera sans doute demain. Mais dans la réalité, enfin, dans ce qu'on, dans le résultat ou dans tout simplement la deuxième mi-temps, certaines personnes verront des motifs d'espoir, certains verront sans doute des motifs de satisfaction, mais au final, il y a aussi cette première mi-temps où Nantes a des occasions, où Nantes s'en sort, n'arrive pas à marquer. Ça aussi, on a une occasion notamment alors que je vous donne le nom, de Simons, qui pour ainsi dire, mais réussit à se faire une choupo-moting, puisqu'il prend le ballon, il tape sur son talon arrière, et le ballon il rentre pas, clairement, et ça c'est l'occasion ultime de ce match, parce que si ça rentre, le match n'est plus le même. Il y a un penalty qui est repoussé par Keylor Navas. Il y a franchement, Paris a eu très chaud, surtout en première mi-temps. Et c'est vrai que ce PSG est extrêmement poussif. Et justement, on va revenir par rapport à ça. On va tout de suite pas commencer directement par parler du. On va justement. Ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite, on va éluder les trois, on va dire, les trois actions arbitrage concrètement. C'est l'occasion sur Kylian Mbappé juste avant la mi-temps. On a le penalty sur. Alors, je me souviens plus de qui, on va dire, a été subi le penalty. Et enfin, donc le penalty du FC Nantes. On va commencer tout simplement avec le premier, puisqu'il y a eu justement les Nantais. Donc, il n'y a pas eu penalty pour les Parisiens. D'ailleurs, Leonardo et Mbappé ont été convoqués en salle d'arbitre pour dire tout simplement, donc vous fermez votre gueule, concrètement, voilà. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais je pense qu'il a voulu mettre un petit peu les choses à plat. D'ailleurs, il y a eu un penalty juste après. Alors, pour ce penalty, j'ai envie de dire que ce penalty est quand même, je trouve, quand même assez. Il y a penalty. Concrètement, il y a penalty. Il y a un croc en jambe de la part de Ipia qui a lieu. C'est vrai que concrètement, moi j'ai trouvé que Apia, pardon, Ipia, Apia, concrètement, voilà, ça est. Pour moi, il occasionne ce penalty. Il aurait dû avoir penalty. Pour le penalty, le deux penalty donc sifflé pour les Parisiens, je trouve qu'il est plus discutable. Pourquoi? Parce il y a une main qui touche le corps du joueur parisien, mais je trouve que c'est pas, on va dire, c'est pour moi le penalty, le croc en jambe sur Mbappé est plus visible que ce qu'on a vu là. Là, clairement, il y a une main, c'est très généreux. Alors, est-ce que l'arbitre a arbitré par compensation? Ça serait une éventualité, parce que on a bien vu que le PSG avait avait subi justement peut-être une injustice. Et notamment, alors le penalty, en plus le penalty de Nantes, je trouve encore plus généreux. Pourquoi?
Parce que Colin Dagba, alors certes à vitesse réelle, on a le sentiment que, faudra d'ailleurs que je vais nuancer le penalty de Nantes et penalty de Paris. Le penalty de Paris, je trouve qu'il y a un duel, plus il y a un duel, euh, clairement, il n'y a pas besoin de la VAR pour désigner ça. Clairement, un duel entre deux joueurs et finalement le Nantais prend le dessus. Pour moi, je dis que voilà, Mbappé sur le penalty avant la première mi-temps, il est plus autorisé que ce qu'on a vu par rapport à ça. Mais le but de Nantes, à vitesse réelle, oui, il y a penalty. Parce que moi, j'étais comme ça dans ma télé, j'ai fait, il y a penalty. Ça va vite, c'est assez unique, hein. Franchement, ça va assez vite. Mais alors, avec la VAR, pour moi, quand tu regardes le penalty en détail, bah, on se rend compte, hélas, que Dagba joue le ballon. Alors certes, c'est peut-être mal maîtrisé, certains diront ça, mais il y a ce ballon qui arrive, Dagba joue le ballon tout au long de l'action. Et d'ailleurs, encore une réalité, s'il y a une action avec un penalty et un tacle mal maîtrisé, Dagba doit prendre un carton jaune. Dagba ne prend même pas de carton jaune. Ce qui veut dire que concrètement, il y a peut-être une erreur de l'arbitre. Voilà. Après, pour moi, ce qui s'est passé du côté de Nantes, pour moi, c'est ce que j'appelle chez moi les actes manqués. C'est-à-dire qu'on a une première mi-temps où les Nantais se créent beaucoup d'occasions. Nantes se crée 2, 3, 4 occasions, notamment par des pertes de balles des Parisiens. Il y a aussi notamment une occasion sur le côté droit où je me souviens un peu de qui c'est, je crois que c'est... alors, attendez, je vais vous donner le nom. C'est Colo qui récupère le ballon, qui réussit à passer, qui donne le ballon. Il y a des occasions du côté de ce côté-ci. Et on voit quand même des Parisiens galérer, notamment dans la récupération du ballon, dans le pressing aussi, ça il faut le dire. Il n'y a pas de pressing du côté parisien. Il y avait un pressing, il y a plus eu un pressing en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, les Nantais ont beaucoup su sortir le ballon proprement. Chivera et Louza ont eu beaucoup de facilité à avancer, à pouvoir être dans un système de bloc. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Coco a été très bon, clairement. Voilà, il y a eu vraiment un système qui s'est mis en place. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu des Parisiens plus, on va dire, plus avancés. Un système qui a changé aussi. On va en parler justement de ce système qui a changé et qui a priori a porté ses fruits. Justement, on va en parler plus en détail. Mais c'est vrai que ce PSG-là, bah, Nantes a fait une très bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps que j'ai trouvé beaucoup plus poussif. Après, est-ce que c'est lié à l'aspect physique? Est-ce que c'est lié à autre chose? On sait qu'il y a eu notamment des cas de Covid qui ont été mis en place, l'équipe est affaiblie, mais concrètement, eh bien, j'ai trouvé concrètement que Nantes n'a pas à rougir. Le score est sévère, concrètement, le score est très sévère. En plus, il y avait eu ce penalty, le Nantes aurait pu concrètement retourner la situation, c'était pas ce qui s'est passé. Mais moi, de mon point de vue, je trouve que Nantes, il faut que ça continue à bosser. Ils vont essayer de retrouver des choses. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Bon, on va maintenant passer au Paris Saint-Germain. Bah, le Paris Saint-Germain, j'ai envie de te dire, on a vu contre Manchester United, je le vois contre le FC Nantes. Je vais répéter tout simplement. Alors certes, il manque des joueurs, hein. Clairement, il manque beaucoup de joueurs. Icardi, il manque Neymar, il manque Verratti, il n'y avait pas Marquinhos qui avait été préservé, il manque Kipembe qui a été préservé, il manque quand même beaucoup de joueurs qui ne peut pas donner. En plus de ça, il y a eu le remplacement de Moiskin. On verra ce qui se passera, mais si Moiskin s'est tenu la cheville, enfin la cuisse, c'est pas bon signe. Et la blessure aussi, alors a priori c'est un peu moins grave, la blessure de Kylian Mbappé. Et là on a clairement vu que Paris a un souci offensif immense. Là, le PSG va à Leipzig avec Di Maria, avec Sarabia, et a priori, si Mbappé n'est pas là, c'est tout. Donc ça va être très léger, même trop léger, pour ainsi dire. Là, on se retrouve avec deux pointes et un Rafinha qui pourra peut-être jouer dans cette situation-là. Là, on est quand même donné sur un système de Case Ruiz ou de Fadiga qui est obligé de jouer au milieu de terrain. Je ne sais pas comment ça se passe du côté du PSG. Alors, Icardi pourrait revenir, mais c'est a priori une grosse. Voilà, il y a des blessures.
Alors, Thomas Tuchel l'a dit, on est en train de jouer les joueurs. Je pense qu'il y a du vrai, parce que c'est vrai que les joueurs enchaînent match sur match, et on voit clairement qu'il y a de blessure sur blessure. Mais ça n'est pas que une histoire de remplissage de match, c'est plus compliqué que ça. Je pense que les joueurs, parce que si on regarde bien, tous les matchs, c'est des blessures musculaires. Si on prend tous les clubs européens qui jouent la Ligue des Champions, Marseille, Rennes, le Barça, le Real, le Bayern de Munich, le Borussia Mönchengladbach, Liverpool, Manchester City, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le Paris Saint-Germain est la seule équipe à avoir beaucoup de blessés. Ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, je ne dis pas que l'hygiène de vie n'est pas bonne, je pense que le PSG, il y a peut-être un problème de récupération. Peut-être que les clubs européens arrivent mieux à récupérer, mais le plus important que plus de l'histoire de récupération, on sent une équipe, on sent que les équipes de l'autre côté, on va dire, jouent beaucoup sur le foncier, travaillent. Peut-être que pour eux, c'est ça qu'il faut faire. Et ça se voit. D'ailleurs, il y a aussi un truc, c'est que certes, la deuxième mi-temps est bien meilleure, mais on a le sentiment que cette équipe du PSG, elle tire la langue. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, d'ailleurs c'est assez étonnant, la première mi-temps, en général, quand vous êtes fatigué, vous êtes plus fatigué en deuxième mi-temps. Là, vous êtes plus fatigué en première mi-temps. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Je veux dire, moi, quand je vois ça, je trouve ça assez étonnant, assez curieux de voir que le PSG tire la langue en première mi-temps. Déjà, ça, c'est quelque chose qui me sidère un peu. On sent que les PSG n'arrivent pas à avoir ce pressing dans la récupération du ballon. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors on va me dire, oui, mais le PSG, ils sont fatigués, etc. Alors certes, mais ils devraient être fatigués en deuxième mi-temps. Ils ne devraient pas être fatigués en première mi-temps. Là, en première mi-temps, ils devraient mettre l'accélérateur et essayer de marquer. Qu'est-ce qui justifie ce déficit physique qui se crée en première mi-temps? Après, je pense que le PSG tout simplement ne met pas assez d'intensité dans ce match. Est-ce que le PSG joue à l'économie peut-être en première mi-temps? Ça peut être une explication. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce PSG-là, là, ils vont affronter, je crois, Rennes et Monaco. Ils peuvent pas continuer comme ça. Ils peuvent pas continuer comme ça parce que si le PSG continue à s'obstiner à jouer, comment dire, en gestion d'efforts, notamment avec une première mi-temps plus calme et une deuxième mi-temps où ils essayent de créer des choses, le problème, c'est que ça va pas passer. Là, ils vont affronter Rennes au Parc des Princes. S'ils n'arrivent pas à mettre l'accélération, à mettre de l'intensité, le PSG va se retrouver avec des désillusions. Ce serait bête de les faire revenir Rennes alors qu'ils ont pris ils leur ont mis 3 points. C'est une explication voilà, qui reste ce qu'elle est. Mais voilà, ça c'est la réalité. Après, on va pas se mentir, les blessures, les blessés n'arrangent rien. Surtout que là, il y a beaucoup de blessés. Les blessés vont sans doute aller en sélection. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On a vu notamment que Neymar va être préservé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais Marquinhos va y aller. Il y a un paquet de joueurs qui vont encore y aller. Après, c'est le rançon de la gloire. Tu peux pas demander aux joueurs d'avoir des primes pour les clubs quand ça va, et à un moment donné dire ah bah non mais ça m'intéresse pas de pouvoir faire ça. Il faut l'un comme l'autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce PSG là, surtout va affronter Leipzig ce mercredi ou ce mardi, je sais plus. Il y a un truc qui est certain, c'est que ce PSG là, euh, je sens que ce PSG là va craquer. Je sais pas comment ça va craquer à Leipzig, mais ça va craquer. Je pense que ce PSG là n'a pas les épaules pour pouvoir a vraiment des difficultés. On les sent fatigués, on les sent usés, et ça c'est quelque chose qui est quand même assez réaliste. Toutefois, il y a quand même des motifs d'espoir, bien évidemment. Alors je tape beaucoup sur ce qui s'est passé, c'est parce que je veux vraiment mettre l'accent sur ce qui est le plus important, mais je voudrais maintenant mettre en avant sur une chose, c'est que le PSG, malgré tout, gagne. C'est que le PSG, malgré les difficultés qu'ils ont, ils gagnent. Alors vous allez me dire c'est Nantes, mais Nantes, à un moment donné, c'est quand même une équipe de foot. La deuxième chose, c'est que ce PSG, contrairement à ce qu'on pourrait dire, ce PSG est capable de s'adapter. Pour une fois, alors certes, Moïskins était une blessure, mais le PSG, Thomas Tuchel a su trouver un système qui allait mieux aux joueurs. On va le refaire, on va vous le donner, donc vous avez compris, hein, on vous enlève Moïskins, hein, parce que voilà, il n'était plus là. Donc qu'est-ce qu'on a fait?
Alors je vais vous... Ça, on a mis donc... Alors Ruiz, il n'a pas fait grand-chose, hein, clairement. Donc on a mis Ruiz ici. Et ensuite, on a mis Rafinha ici. Donc là, on a fait Rafinha ici. Et forcément, et justement, on a pu voir notamment que Rafinha dans ce système était bien meilleur. C'est quelque chose qu'on a pu se rendre compte. C'est que dans ce système-là, Rafinha a plus fait monter le bloc et c'était plus intéressant pour lui. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et c'est peut-être le système qui pourrait aider, surtout que le milieu de terrain a haussé le niveau. Peut-être que ce PSG-là a peut-être besoin de densité au niveau du milieu de terrain. Et qu'est-ce qui dit densité au milieu de terrain? Peut-être de mettre deux attaquants, on va dire, dans l'axe, et peut-être de mettre un créateur derrière, type Neymar ou Rafinha, ou ainsi de suite. Parce que quand Rafinha est monté légèrement, le PSG a aéré le jeu et c'était beaucoup plus agréable. C'est à méditer et c'est à travailler. On sait qu'on a parlé beaucoup du 4-4-2 l'année dernière. Le 4-4-2, je pense que ce 4-4-2, pour moi, le PSG ne peut pas le tenter en ce moment. Parce que pour la simple et bonne raison que ce PSG est encore trop faiblard pour le faire. Mais aujourd'hui, avec le retour de Di Maria, avec les blessés qui vont revenir, et ainsi de suite, ce PSG-là a de la gueule, clairement. Ensuite, on va commencer directement. Alors, voilà, c'était ça mon truc. C'est que malgré le fait que ce PSG, bah, il est fatigué, hein, clairement, bah, ce PSG a quand même des motifs d'espoir, et ça, il faut quand même le reconnaître. Bon, maintenant, on va passer au top et au flop, donc on va tout de suite aller vers les tops. Je vais mettre Rafinha, que j'ai trouvé plutôt bon, un peu créateur, etc. Bon, Ander Herrera, ça vous l'avez compris. Pablo Sarabia aussi, que j'ai trouvé assez remuant, avec beaucoup d'occasions sur son côté, etc. Je trouvais que Kylian Mbappé aussi, je l'ai trouvé assez remuant, et notamment il a trouvé pas mal d'occasions, il est passeur décisif notamment. Euh, je voudrais aussi mettre en avant, alors certes il fait une petite erreur, mais je l'ai trouvé très... Alors Keylor Navas bien évidemment, hein. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer pourquoi. Mais j'ai trouvé par exemple Danilo Pereira. Alors, Danilo Pereira, c'est quand même quelqu'un que je trouve qui m'a plu. Franchement, Danilo Pereira, aux côtés d'Abdou Diallo, on a vu clairement que c'était bofissime. Quand tu vois Diallo, quand tu vois Danilo Pereira, clairement, tu as l'impression que Danilo, il rassure. Il a essayé de jouer très simple. Et ça, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien de la part de Danilo, que j'ai trouvé très bon. Voilà. Ça, déjà, c'est la première chose que je voulais dire. Je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, pour ainsi dire. Moi, voilà. Après, il y a eu aussi une prestation intéressante d'Idrissa Gueye. Mais aussi pourquoi? Parce que Danilo a été plus en avant et a essayé d'aider aussi. Ça, c'est vrai que ça, les deux se complémentent bien. Ça peut être une idée. Peut-être tenter aussi, peut-être une charnière à 3, peut-être Kipembe, Danilo, qui serait un peu plus haut, et peut-être Marquinhos. Ça peut être une idée, voilà, on peut tenter des choses comme ça. Et puis bah, dans les tops du côté de... Alors je vais mettre Colo, qui a quand même fait une belle chose. Je voulais mettre la dernière centrale, mais elle a tellement explosé en deuxième mi-temps. Mais je vais quand même mettre Apia, qui m'a quand même plu. Et Traoré, parce que les deux, ouais, à un moment donné, les deux sur les côtés. Dagba, je ne l'ai pas vu, hein. Clairement, c'est peut-être lié à ça. Euh, voilà, après Alban Lafont, il n'a absolument rien fait. Donc à un moment donné, ça va être compliqué de lui donner des choses à faire. Mais voilà, c'était intéressant, voilà, clairement. Voilà, pour ainsi dire, il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Au niveau des flops, par contre, Simons, parce il fait le geste, clairement, je comprends même pas comment il fait pour pas se louper. Bamba d'ailleurs, qui a été catastrophique quand il est rentré. Euh, Crivella, pour une raison simple, c'est que c'était une cata. Louza, il donne le ballon à Sarabia. Donc voilà, hein, le milieu de terrain, voilà, clairement. Et puis, forcément, Moïse Kean, pour les raisons que l'on sait, hein, parce qu'il a absolument rien fait, même s'il s'est blessé. Bakker, Diallo et Dagba, c'était une catastrophe. Abdou Diallo, au bout d'un moment, il s'est fait manger par Kolo. À un moment donné, on lui a fait tellement le tour. Alors, je veux bien que Abdou Diallo. Alors, voilà.
Thomas Tuchel se plaint de pas qu'on choisisse ses joueurs. Mais quand il choisit ses joueurs, je suis désolé, hein, au niveau des joueurs, je vais mettre le jaune, on avait Diallo, on avait Gay, et on avait... Bah c'est tout. On avait Gay et Diallo. Bah, je suis désolé, à un moment donné, alors Gay c'était bien, mais alors Diallo, encore une fois, c'est un match catastrophique d'Abdou Diallo. Voilà. Colin Dagba et Michel Baker, par contre, c'est. Alors, Dagba, c'est tout simplement parce qu'offensivement, il a rien apporté. Et j'ai trouvé notamment Baker aussi. À un moment donné, il y a Ludovic Blas qui lui fait littéralement qui lui fait l'amour sur son côté. Ça a été une catastrophe. Voilà. Donc, après Dagba, il cause de penalty. Je vais quand même. Voilà, c'est surtout son apport offensif qui n'avait pas été bon. C'est son apport offensif. C'est le fait que, voilà, sur le côté, je ne l'ai pas trouvé très intéressant, loin de là. Franchement, ça a été pas terrible du tout par rapport à ça. Et c'est pour ça que je donne le mérite à Danilo, parce que Danilo Pereira, on peut lui dire ce qu'on veut, mais Danilo Pereira, dans une difficulté comme celui-là, il a su profiter de la situation et il a réussi notamment. Alors, il aurait pu marquer un but, et ça, j'ai quand même envie de lui dire c'est bien, mon gars, continue. Alors, encore une fois, t'es pas à ton poste, mais en tout cas, c'est très intéressant. Voilà. Bon, voilà, le PSG gagne, le PSG s'en sort relativement bien. C'est pas oufissime, mais on va dire que dans l'histoire, quand même, quand tu sais que Rennes a gagné que 2-1, c'est pas plus mal. Bon, au niveau des autres rencontres, comme nous, on va pouvoir y aller. City qui bat. Vous voyez quand même les équipes qui ont du mal, hein. City qui bat Sheffield 1-0. Liverpool 2-1 contre West Ham. 3-0 pour Chelsea. Ensuite, on a quoi? On a du côté de l'Allemagne, bah, le Bayern de Munich qui gagne toujours. De toute façon, le Bayern de Munich gagne toujours. Le Dortmund qui a gagné. La petite surprise, c'est quand même que le Borussia Mönchengladbach a battu Leipzig. Ça, c'est bien pour le Paris Saint-Germain, peut-être. Le Real qui a éclaté US4, 4 buts à 1. Voilà, ça va mieux. Voilà, c'est bien. Il faudra peut-être enchaîner en Ligue des Champions, mais en tout cas, c'est plutôt ça. Bilbao qui a battu Séville. Ouais. L'Atlético qui a battu Osasuna. Et on est en ce moment donc à la... Ah bah c'est fini, c'est fini. Un partout entre le FC Barcelone et Alaves. Et d'ailleurs, but d'Antoine Griezmann. Comme quoi, voilà, Antoine Griezmann qui a récupéré le ballon. Voilà. Avec notamment, il aurait pu avoir notamment un but refusé. Mais clairement, voilà, il y a eu un petit erreur. Voilà, Thomas Pina qui se loupe. Mais il a réussi, voilà, avec un bon but, etc. Ça, c'est cool. Voilà, bon, but d'Antoine Griezmann. C'est bien, c'est bien, voilà, c'est bien. Voilà, on va avoir les choses commencent petit à petit à aller bien. Bon, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.